Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Robin Vanet. Robin, avec toi, on va discuter en bref de ton mémoire de Master de Sécurité internationale et Défense, les systèmes de combat français et l'avenir de l'homme dans la filière opération des navires de surface. Donc, tu as réalisé ce mémoire sous la direction de monsieur Jean-Marie Kowalski à l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc, Robin, tu connais la règle, en moins de 30 minutes, on veut quasiment tout savoir sur ton mémoire, donc pas de pression, hein, bien évidemment. Euh, et d'ores et déjà, je te laisse la parole et on t'écoute avec grande attention. Merci à toi. Alors, pour introduire ce mémoire qui peut sembler, peut-être un peu repoussant pour certains et certaines d'entre vous, je vais vous parler de ce qui m'a poussé à choisir ce sujet et à 2 questions qui m'ont intéressé et qui m'ont toujours pris à cœur. La première, alors c'est celle qui est un peu technique et c'est celle qui va nous servir de ligne rouge pour, ces 20 minutes et qui m'a servi de ligne rouge pour ce mémoire, c'est: qu'est-ce qu'un système de combat? Le système de combat, on en entend parler quand, on lit un article, quand on découvre un navire. Généralement, on a les différentes caractéristiques du navire et il y a écrit, «Il dispose de tel système de combat» avec éventuellement son nom et son constructeur. Problème, on nous explique assez peu, ce qu'est et à quoi sert le système de combat. Il n'y a pas de définition, il y a pas vraiment d'exemple et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a vraiment pas grand-chose dessus, que ce soit dans la littérature française ou étrangère. Je parle de la littérature, en sciences politiques, en tout cas dans les études stratégiques et dans les études technocapacitaires. Donc ça, c'est une première question. La seconde est liée et celle-là, je pense elle a pu obséder et intéresser un certain nombre de personnes qui s'intéressent aux questions de défense, à savoir à quoi va ressembler la guerre du futur et surtout, est-ce qu'il y aura encore des humains dans la guerre, du futur et plus particulièrement dans le cas de la marine nationale, est-ce qu'il y aura encore des êtres humains sur les navires ou est-ce qu'on va passer à une flotte composée entièrement de navires autonomes? Et ces 2 questions, elles sont assez liées puisque concernant la marine nationale et concernant les navires de guerre, toutes les opérations de combat que peuvent réaliser un navire de guerre sont permis par le système de combat, qui est le système d'information et vous inquiétez pas, je vais le définir juste après, qui permet de réaliser les opérations de combat. Ce faisant, on peut se demander si ce système-là va potentiellement et entre guillemets «remplacer» les hommes. C'est-à-dire que les hommes qui l'utilisent et le mettent en œuvre pourraient, ne plus avoir de travail et se retrouver au chômage parce que le système qu'ils emploient, prend trop d'importance et est capable de fonctionner tout seul. Alors, je vais faire un spoil, hein, dès maintenant. Ah Pas tout non. à fait le cas. Ah oui, si, mais ce qui est intéressant, c'est de T'arrêtes savoir pas de nous pourquoi. casser nos attentes, hein. Exactement, mais c'est un peu l'enjeu de la recherche Le finalement. rabat-joie, quoi. Super. C'est rabattre, la science sur les fantasmes C'est ça. et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Alors, je vous propose, dans un premier temps, de cerner un peu le sujet. Pourquoi, parler de filière opération? Tout simplement parce que lorsqu'on s'intéresse à la diminution des équipages et ça, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, on s'aperçoit qu'on raisonne à l'échelle du navire dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on prend le nombre de marins qu'il y avait dans un navire d'il y a plusieurs décennies, on prend le nombre de marins qu'il y a dans un navire aujourd'hui, on compare les 2, on se rend compte qu'effectivement, il y a une grande diminution. Cela étant dit, dans les navires, tout le monde n'a pas le même métier et on peut distinguer 2 grandes filières que sont la filière navigation qui, comprend tous les métiers liés, à la navigabilité du navire et la filière opération qui comprend tous les métiers, liés aux opérations, liés au combat, au monde militaire finalement.
Ça tombe bien puisque notre système de combat, il est au cœur de cette deuxième filière. C'est le système de la filière opération. Donc c'est pour ça que j'ai réduit mon sujet et la question de savoir si la machine allait devenir omniprésente, parce que le système de combat, c'est le candidat, en fait, qui a le plus de chances de prendre le pas sur l'homme. Alors, système de combat, de quoi parle-t-on? Un système de combat, c'est un système d'information. Donc, c'est des capacités de calcul, ce sont des interfaces, des écrans, des claviers, et ce sont des communications. Le but du système de combat, c'est de comprendre ce qui se passe autour du navire. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour du navire? Des navires, des aéronefs, des sous-marins, d'identifier leurs intentions, ce qui permet donc de comprendre la situation tactique, en fait, de réaliser ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire tout simplement la compréhension de ce qui se passe autour de soi, et ensuite d'agir dans cet environnement, c'est-à-dire de mettre en œuvre des armes, d'intercepter d'éventuelles cibles, de défendre le navire. Pour ce faire, le système de combat, il utilise les senseurs et les effecteurs du navire, donc les radars, les sonars, ce qui lui permettent de comprendre ce qui se passe autour de lui, d'analyser de la donnée pour la transformer en information, et ensuite mettre en œuvre des effecteurs, donc des armes, des missiles, pour traiter d'éventuelles menaces. Et entre les deux, il va pouvoir faire de l'aide à la décision, proposer des scénarios d'engagement et éventuellement engager des cibles. Le système de combat, d'un point de vue d'architecture, et vous verrez que c'est ce qui contribue à une mauvaise compréhension, c'est qu'il est composé de deux sous-systèmes. Le système Combat Management System, qu'on va abréger CMS, et le système de direction de combat. Le CMS permet d'analyser. En fait, il agit dans la partie temps réfléchi. Donc, à partir de ce que le navire détecte, à partir de ce que le système détecte, il va pouvoir identifier les intentions, identifier la cinématique des objets, où est-ce qu'ils se déplacent, vers quoi, quelle taille ils font, qu'est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est un navire, est-ce que c'est une frégate, est-ce que c'est un navire de pêche? Proposer des scénarios d'engagement, donc réfléchir en disant si ça c'est une menace, comment est-ce que je peux l'intercepter? Si ça veut m'attaquer, comment est-ce que je peux me défendre? Et le système de direction de combat qui lui agit dans la partie temps immédiat et qui permet la mise en œuvre des armes, c'est-à-dire l'action. Et ces deux sous-systèmes composent ce qu'on appelle le système de combat. Problème, le système de combat, les trois termes système de combat, sont utilisés comme synonyme de plateforme. Si vous allez regarder, googler système de combat, vous allez tomber généralement sur le SCAF, en fait sur des avions, sur le Rafale par exemple, c'est-à-dire sur une plateforme, un objet dans lequel on peut mettre différents systèmes d'armes. Donc il y a une double utilisation du système de combat, à la fois vers ce système d'information que je vous ai décrit et une plateforme militaire. Aussi, et là c'est un deuxième écueil terminologique, c'est que pour désigner le système de combat tel que je l'entends en tant que système d'information, on a tendance à utiliser les termes de CMS, Combat Management System. Vous le savez, ce sous-système que je viens de vous décrire, celui qui agit dans le temps réfléchi, celui qui pense en quelque sorte. Ce CMS, il apparaît dans les années 1990 et il connaît une montée en puissance très importante, une considération très importante, de sorte que pour désigner le système de combat, on parle de CMS. Donc en fait, on donne à l'ensemble le nom d'un des sous-systèmes. Si vous vous amusez à aller regarder les caractéristiques de quelques frégates, vous pourrez lire qu'elles disposent de tel CMS. CMS construit par Naval Group, par exemple. Mais en réalité, elles disposent d'un système de combat qui est composé de ce CMS. Mais ce n'est pas ce CMS qui contient le système de combat. Et on va remettre, alors j'allais dire les points sur les i, mais en tout cas, on va revenir à ce que j'ai utilisé moi, à savoir l'appellation système de combat, donc pour décrire cet ensemble composé du Combat Management System et du système direction de combat, et qui sert à réaliser les opérations de combat du navire, à mettre en œuvre ses effecteurs et ses senseurs, et à
assurer l'intelligence situationnelle et l'action du navire. Ça, c'était la définition. Maintenant, on va s'intéresser à la problématique, en fait, à l'enjeu de ce mémoire, à savoir, est-ce que l'être humain sera remplacé par un système de combat? Alors, on va revenir aux chiffres. Effectivement, on constate que l'évolution des navires a vu une diminution des équipages. En effet, si on prend des types de navires identiques, donc un navire de type destroyer, par exemple, un navire de premier rang français, en l'occurrence, j'ai choisi on va prendre la frégate Suffren, qui est lancée en 1965. Elle possède 355 membres d'équipage. Si on prend une FREMM, qui sort dans les années 2010, qui est aussi un navire de type destroyer, qui est aussi une frégate de même type, elle utilise 120 membres d'équipage. Et elle peut même les diminuer à 90. Alors dans les faits, une FREMM utilise 120 membres d'équipage. Ils ont été un peu relevés puisque 90, c'était pas suffisant. Donc on remarque une différence énorme, hein. On passe de plus de 300 à 120. Donc effectivement, il y a une très grande diminution des membres d'équipage. Et on pourrait être amené à se dire, bah, si je trace une courbe de la baisse du nombre d'équipages, on arrivera bien finalement à 0 à un moment. Ça, c'est vrai uniquement si on prend le navire dans son ensemble. Mais si on utilise la différenciation de la filière opération et de la filière navigation, on remarque que c'est la filière navigation qui a subi l'immense majorité des baisses d'effectifs. Puisque la filière opération est restée, en tout cas en termes numériques, assez constante. Si on compare un central opération, si on compare cet endroit dans le navire où l'on interagit avec le système de combat et où l'on réalise les opérations de combat, on constate que sur un navire de la Seconde Guerre mondiale, on a une vingtaine de personnes. Et encore aujourd'hui, alors qu'on a des centaines de membres d'équipage en moins, on a toujours une vingtaine de personnes dans le central opération. Ce qui montre que cette filière opération-là, cette filière qui travaille avec les systèmes d'information, elle a été très constante et qu'on ne peut pas vraiment dire sur des bases, j'allais dire, statistiques, qu'il y ait une tendance à la diminution des équipages dans la filière opération. Donc c'est un premier indice. Je vous propose de faire un petit peu d'histoire pour comprendre comment sont apparus les systèmes de combat et ça va nous permettre de dresser, on va dire, les grandes trajectoires de ce que va prendre la forme de l'interaction entre l'homme et la machine sur le bord, et donc la direction du nombre d'équipages. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, le radar est une des innovations navales, une des innovations techniques qui a marqué le monde naval, puisqu'elle permet aux navires de voir beaucoup plus loin. Cependant, ces données, ces nouvelles sources d'informations nécessitent d'être traitées, c'est-à-dire qu'il faut transformer la donnée, donc ce que vous donne l'antenne radar, en information. Où est-ce que est l'objet? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il est? Et ensuite utiliser cette information pour les opérations de combat. Donc pour ça, vous avez besoin de machines qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe et ensuite d'une organisation pour utiliser toutes ces informations. Cette organisation, elle va prendre naissance dans ce que les Américains vont appeler le CIC, donc le Combat Information Center, ouais. Ce que les Français appelleront, eux, le Central Opération, qui est une salle en dessous de la passerelle. Donc la passerelle, c'est là où on manœuvre le navire. Là, c'est une autre salle qui condense les différentes interfaces qui réceptionnent les données issues des senseurs, donc issues des radars, et qui permet de voir ce qui a été détecté et où on va déployer tout un ensemble de personnels qui vont analyser ce qui a été découvert et qui vont pouvoir mettre en œuvre les armes. Typiquement, le radar détecte une cible à telle position. Bon, bah, je sais que je vais orienter mes canons vers cette direction-là. La naissance du central opération fait se rendre compte aux Américains notamment qu'il y a énormément d'informations à traiter et que l'humain est un peu dépourvu devant cette masse informationnelle due notamment à de nouvelles armes, en tout cas de nouvelles pratiques, que ce soit les kamikazes qui
réalisent des attaques saturantes, donc ils sont nombreux, ils sont rapides, ce qui fait que vous avez beaucoup de choses à calculer, beaucoup de choses à interpréter, et dont le souvenir est très vite rappelé avec, l'utilisation du missile, puisque, l'apparition du missile, pose problème pour analyser l'information. Il faut analyser vite et il faut analyser bien. Ça tombe bien puisque dans ces mêmes années aux États-Unis se développent des calculateurs. C'est la création, c'est la naissance de l'ordinateur, et les États-Unis décident, alors je vous épargne toutes les, péripéties techniques, d'utiliser, des ordinateurs pour réaliser le traitement de l'information. Donc c'est simplement l'ordinateur reçoit des données, il calcule et il transforme ces données en information en disant: «OK, telle cible, enfin tel objet, se trouve à cette position, il va à telle vitesse, il va dans telle direction», et c'est ce que les Américains vont faire avec un système qui s'appelle le Naval Tactical Data System, qui va rentrer en service dans les années 50. C'est un système embarqué qui permet de traiter de la donnée. Les Français vont alors s'emparer de l'idée américaine. Alors, ils s'en emparent pas, ils s'en inspirent. Ils vont acheter du matériel américain. Ils vont apprendre à programmer eux-mêmes ce genre de système. Et ils vont créer un système qui s'appelle le CENIT, donc le système d'exploitation navale des informations tactiques, qui, comme son nom l'indique, est un système d'exploitation, mais un système qui gère de l'information, un système de traitement de l'information. Petit à petit, ce système va connaître de plus en plus d'importance, puisqu'on va lui donner de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de choses à faire. Au début, c'est s'occuper de la détection. Alors, qu'est-ce qui se passe autour du navire? Qu'est-ce que j'en déduis? Et puis, petit à petit, ce sera améliorer cette compréhension en faisant de la représentation en temps réel, en apposant des symboles sur les objets détectés, et puis éventuellement mettre en œuvre des armes, mettre en œuvre des moyens d'interception des menaces pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, des systèmes de combat qui sont capables non seulement de comprendre ce qu'il y a autour d'eux, mais aussi d'agir avec leur environnement, donc de mettre en œuvre des armes. Et ça, c'est dû à tout un tas d'évolutions à la fois techniques et j'allais dire, alors c'est pas tout à fait, social, mais à des évolutions dans les schémas de pensée qui permettent d'accepter qu'un seul système puisse être capable de mettre en œuvre, des armements. Avant, par exemple, on séparait tout ce qui touche à la détection, donc au zénith qui représente ce qui se passe, et à l'action, aux armes dont les commandes étaient à part. Petit à petit, on décide d'intégrer tout ça dans un même système, de sorte à avoir aujourd'hui ce qu'on appelle des systèmes assez intégrés. Alors, dans cette histoire française du système de combat, on passe par un centre qui s'appelle le Centre de programmation de la marine, le CPM, donc c'est l'État qui produit les systèmes de combat. Et arrivé dans les années 90, arrivé dans les années 2000 plutôt, pour un système qui s'appelle Zenit 8, donc la 8e version du Zenit, qui est conçu pour équiper le Charles de Gaulle. Cette fois, c'est plus le CPM qui s'en occupe, c'est Naval Group, enfin, l'ancêtre de Naval Group, des CNS, qui va réaliser le système. Donc on passe d'une conception, on va dire, étatique à une conception privée, avec tous les liens, évidemment, Naval Group étant, DCN à l'époque, étant une entreprise très liée à l'État. C'est pas une entreprise qui peut vendre ses technologies à n'importe qui. Mais tout de même, on passe à un fonctionnement COTS, donc Commission of the Shelf, où c'est une entreprise privée qui fabrique les systèmes de combat. Bon, ça c'était pour le petit historique de ces systèmes. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est la question centrale. Finalement, est-ce que le système va remplacer l'homme? Alors, effectivement, dans l'histoire que je viens de vous dire, on constate que le système de combat a pris de plus en plus de responsabilités. Donc il peut faire de plus en plus de choses. Cela étant dit, cette capacité à intégrer de nouvelles technologies a impliqué une évolution du rôle de l'opérateur qui est devenu davantage un superviseur de l'action du système qu'un acteur. C'est-à-dire que son rôle, et c'est le cas depuis un système qui s'appelle Zenit 6, Zenit 6 qui est créé dans les années 80,
qui est capable tout seul d'identifier ce qui se passe autour de lui, donc de dire tel objet est méchant, tel objet est gentil. Il va pouvoir faire une représentation, donc apposer des symboles sur ces objets, déterminer leurs intentions, déterminer leur direction, etc., etc. Tout un tas de choses qui font que l'opérateur a besoin d'être derrière le système pour vérifier qu'il ne se trompe pas. Et cette tâche est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, le système de combat peut fonctionner de manière automatique et potentiellement, si l'opérateur le décide, agir seul. Dans ce fonctionnement automatique, il y a deux paradigmes, il y a l'autorisation et le veto. Dans le régime d'autorisation, le système peut agir, mais pour ce faire, il doit demander l'autorisation à l'opérateur. Il lui dit: «Est-ce que je peux engager telle cible?» L'opérateur dit: «Oui» ou «Non». Et ensuite, on a le régime de veto, dans lequel le système agit seul, il décide de ses cibles, il décide de les engager. Et là, l'être humain, enfin, l'opérateur, peut lui dire: «Non, ça tu ne le fais pas». Lui apposer un veto. Mais le système ne demande pas l'autorisation. Et ce que je veux dire par là, c'est que le rôle de l'opérateur est devenu de plus en plus important avec la montée en compétences et la montée en puissance des systèmes de combat, puisque ces capacités étant plus grandes, il faut absolument s'assurer qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et le milieu naval étant un milieu où les forces alliées, mais aussi rivales, se côtoient en temps de paix, il est absolument nécessaire que le système ne fasse pas d'erreur. Parce que s'il engage un navire rival alors qu'on était en temps de paix, ça peut avoir des conséquences absolument tragiques. Donc c'est pour ça que l'opérateur a un rôle, déterminant dans la supervision et la surveillance de ce que fait le système, qui se trompe régulièrement, encore aujourd'hui. Autres arguments qui vont dans le sens, alors d'une forme de continuité, de la présence de l'homme sur les navires, c'est le fait que en cas de conflit, le navire risque de se retrouver dans une situation dégradée. Il risque d'être endommagé, son système risque de ne pas fonctionner normalement. Et là, on a besoin de l'être humain pour continuer à faire fonctionner le système, pour prendre le relais là où il ne pourra plus fonctionner et éventuellement effectuer des réparations sur les différentes parties qui auront été neutralisées. Et on manque de recul sur ces éventualités puisqu'on a très peu, voire pas d'exemples de batailles navales contemporaines, de sorte que c'est très, très difficile de savoir ce qui va se passer, en cas d'engagement. Est-ce que le système de combat sera complètement neutralisé? Est-ce qu'au contraire, il pourra continuer à marcher normalement? Bon, autant de questions, autant d'incertitudes qui font que la présence humaine est absolument nécessaire. D'autant plus, et c'est là où on va en revenir au milieu de la guerre, donc je rappelle, stratégique, opératif, tactique, le système de combat, c'est un système avant tout tactique, qui sert une unité à interagir, enfin qui sert à une unité à interagir avec son environnement, à comprendre son environnement immédiat. Donc c'est un système tactique, c'est pas un système stratégique. Un système qui tient place dans le niveau stratégique. Donc se pose aussi la question du commandement. Finalement, qui décide? Quoi qu'il en soit, avec le système de combat, c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui le programme, c'est l'homme qui, au moment de l'appareillage du navire, décide des paramètres qui vont être donnés au système de combat, puisqu'on peut en changer les paramètres. On peut lui dire que dans telle zone, s'il voit un avion, c'est forcément une menace, parce que les avions ne passent pas par là. On peut lui dire dans une autre, si un avion vole à telle altitude, il est forcément menaçant, parce qu'ils ne sont pas censés voler aussi bas. Donc l'être humain va lui donner un certain nombre de paramètres. C'est lui aussi qui va choisir dans quel mode il se trouve. Est-ce qu'il est en mode manuel? Est-ce qu'il est en mode automatique? Veto, autorisation. Et dans tous les cas, c'est l'humain qui choisit. Donc, quand bien même le système de combat deviendrait autonome, c'est-à-dire deviendrait capable de modifier ses propres normes, de modifier sa propre programmation, l'être humain serait nécessaire, enfin la présence de l'être humain serait nécessaire pour ce que j'ai expliqué juste avant, à savoir on ne sait pas ce qui peut se passer si le système se trompe et on ne sait pas ce qui peut se passer si le système est endommagé
en cas d'affrontement. De sorte que l'ensemble de ces tendances nous amène, enfin m'ont amené à dire que la disparition de l'humain, sur les navires de guerre, c'est pas pour tout de suite et quand bien même les technologies permettraient d'égaler au mieux ce que peut faire l'humain d'un point de vue réflexion, d'un point de vue compréhension, c'est-à-dire réduire les erreurs, être plus précis, être plus fiable, il y a quand même la question, bah, du fonctionnement en mode, dégradé, exactement. Donc si on revient dans un mode dégradé et qu'on ne peut pas utiliser le système, meilleure capacité qu'il peut fournir, finalement, ben, on en revient à l'homme. Donc c'est autant de choses qui nous font croire, bah, que l'être humain va rester sur le navire. Alors on peut quand même voir quelques tendances qui vont un petit peu dans le sens inverse, notamment la difficulté à recruter des personnels. Puisque effectivement c'est un enjeu aujourd'hui, la difficulté du recrutement pour grossir les forces. Alors je vais pas me trop appuyer sur les raisons de cette difficulté, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le système de combat permet de modeler le nombre de personnel dont on va avoir besoin. Puisque c'est lui, à partir de ce qu'il est capable de faire, du nombre de consoles qui sont en place, qui va déterminer, bah, combien de marins vous avez besoin dans votre centrale opération. Et il peut éventuellement prendre le relais, c'est-à-dire débloquer des automatismes pour réduire le nombre de personnels dédiés à certaines actions, éventuellement permettre de conserver la présence de l'humain sur ce qu'on appelle des actions à haute valeur ajoutée, là où l'esprit humain sera davantage nécessaire et où la machine ne peut pas encore ou ne peut pas du tout l'égaler. Merci beaucoup pour ce résumé de ton mémoire. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu continues la recherche? Alors c'est une vaste question, parce que j'hésite entre continuer la recherche et poursuivre certaines questions que j'ai Ouais, touché du doigt avec ce mémoire, et partir sinon ok. dans des activités peut-être un peu plus concrètes et moins dans la réflexion. Ok, et bah écoute Robin, merci beaucoup encore une fois de m'avoir consacré ce moment dans le Dazibao en bref. Pour les auditeurs qui veulent aller plus loin, il y a déjà l'épisode, l'épisode traditionnel qui est sorti où on parle en long, en large et en travers des systèmes d'armes. Donc voilà, je les invite à se diriger vers cet épisode si ils veulent en apprendre plus. Merci encore et puis à bientôt. Merci à toi et merci pour ton accueil. Merci, bye bye.